Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 41e épisode avec Mika, rédacteur en chef de Clean Rider. Salut Mika. Salut Eric. Et toujours journaliste à Automobile Propre, bien sûr. Alors on est deux aujourd'hui, nos collègues sont très pris, un peu en vadrouille aussi, toujours pareil, parce que le métier d'un journaliste automobile, c'est souvent d'essayer des voitures, donc ils sont pas toujours disponibles pour le podcast. Je vous rappelle à ce sujet que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, lui, comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Avant d'attaquer les sujets du jour, de l'actualité, je vais vous refaire un petit point rapide sur les watts d'heure de la voiture électrique de l'année. Alors, les votes sont clos, le vote du public est terminé, le vote du jury est terminé aussi depuis quelques semaines. Et puis, pour la voiture, en tout cas, pour le réseau électrique, le meilleur réseau électrique, on a fini les calculs parce qu'on avait établi une liste de critères assez large et assez on va dire exhaustive pour arriver à peu près à juger quel était le meilleur réseau en l'état actuel. Et puis donc ça c'est fini, on le sait, on a le gagnant aussi, donc on a la gagnante pour la catégorie voiture électrique, on a le gagnant pour les réseaux, et puis on a la troisième catégorie qui était une catégorie ouverte, la catégorie de la meilleure innovation dans l'électromobilité. On a eu une vingtaine de candidatures et les votes sont en train de se terminer au moment où je vous parle et on a déjà à peu près une bonne idée de qui sera lauréat également. Et tout cela sera dévoilé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, lors d'une soirée ou une cérémonie qui sera diffusée en direct sur Internet le 10 novembre à 17h. Les actualités de la semaine, on commence avec le marché automobile. Alors ça, c'est notre point mensuel, habituel. Et on va faire un peu le point sur justement les meilleures ventes du mois avec un challenger qui est devenu leader et qui confirme son leadership pour le troisième mois consécutif, Mika. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le mois de septembre en France. C'est un événement qui est même historique parce que sur le marché automobile français, pour la première fois de l'histoire, les ventes de voitures électriques ont dépassé celles de voitures diesel. Donc, c'était déjà arrivé en Europe, c'était jamais arrivé encore en France. Donc, dans le détail, on a eu 22 500 voitures électriques immatriculées au cours du mois de septembre contre 20 300 et quelques voitures diesel. Donc, l'électrique prend 16% de marché, 16% de part de marché. Donc, là aussi, c'est historique. Et dans le détail, la grande gagnante, la première place revient à la Renault Mégane électrique qui fait toujours un démarrage en fanfare et qui dépasse même la Tesla Model 3 qui, rappelons-le, était en 2021 la voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone. Donc, première, Renault Mégane, avec près de 3000 exemplaires écoulés. Deuxième, la Tesla Model 3, 2202 exemplaires. Et la troisième, c'est la voiture low cost de Dacia, la Spring, avec 2170 exemplaires écoulés. Donc, c'est plutôt bien. On est dans une bonne dynamique en France au niveau du marché. Et surtout, ce qui est sain, c'est qu'on avait longtemps en France un ou deux modèles qui dominaient les ventes. Maintenant, c'est beaucoup mieux réparti, puisque après, on a encore, si on suit le classement, en quatrième, la 208 électrique avec 2100 exemplaires écoulés, la Twingo 1400, le modèle Y 1260, la Fiat 500 électrique 1269 et la Zoé, qui était jadis la reine du marché, elle tombe à la 8e place en septembre avec 1100 exemplaires écoulés. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique. Et le cumul, par contre, sur l'année 2022, c'est toujours la 208 qui avait fait un très bon démarrage en début d'année, qui reste la première avec 14 000 exemplaires écoulés, mais qui va peut-être se faire rattraper par la Dacia Spring, qui cumule 13 000 immatriculations, voire même la Mégane, parce que si la Mégane reste sur la même tendance, elle pourrait aussi passer devant, mais c'est un peu moins certain parce qu'elle a 9000 exemplaires écoulés depuis le début de l'année, donc ça fait quand même un certain retard à rattraper, et la 208 fonctionne toujours plutôt bien. Ouais. Donc en fait, il reste, alors au moment où sont sortis ces chiffres, il reste 4 mois pour renverser la tendance et peut-être pour la Dacia Spring et la Mégane E-Tech passer devant la Peugeot 208. Ce qu'on constate effectivement, c'est que la Zoé prend un petit coup de vieux quand même et qu'elle est en train d'être reléguée un peu dans les tréfonds du classement, alors que ça reste quand même une excellente voiture et une pionnière en la matière. Ce qu'il faut préciser, c'est que
les modèles électriques donc ont atteint une part de marché de 16% du total de septembre. Attention, c'est bien 16% des nouvelles immatriculations et non pas 16% de part de marché, puisque la part de marché totale des voitures électriques par rapport au nombre de voitures total en France, c'est plutôt un petit peu plus de 1% maintenant, c'est ça? On n'a pas les chiffres, mais effectivement, dans le parc en circulation, ça reste encore minime. Mais ça va forcément grandir au fil des Bien ans. sûr. En tout cas, on est en dessous de 5%. Et là, c'est vraiment 16% du total des nouvelles immatriculations de septembre. Donc, il nous reste octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire, alors j'ai dit 4 mois, donc il nous reste 3 mois pour avoir les chiffres définitifs. Il y a ce petit suspense. Est-ce que la Dacia Spring va passer devant la i208, et puis quid aussi de la Mégane E-Tech qui, rappelons-le, n'est sortie que au mois de mai, donc elle fait très fort et son succès ne semble pas se démentir. Tiens, puisqu'on parle de marché automobile, on peut embrayer directement, sans mauvais jeu de mots, avec l'Europe et le fait qu'une voiture, alors ça c'est des statistiques qui sont sorties récemment par une société spécialisée dans les études, une voiture électrique vendue sur 5 en Europe vient de Chine. Comment ça se décrypte et comment ça se décompose, Mika, ce chiffre-là? Alors, en pratique, on voit de toute façon que les constructeurs chinois, qui essaient quand même depuis un certain temps de pénétrer le marché européen, ont trouvé enfin la faille, à savoir la voiture électrique, pour arriver sur le marché avec des modèles qui sont souvent de plus en plus performants, mais aussi moins chers que les modèles européens. Donc, on a des marques qui se distinguent. Hein. Donc, on a notamment MG, qui était jadis britannique, mais qui appartient maintenant à des Chinois, qui est vraiment en train de bien s'implanter en Europe. On a des Xpeng, on a des BYD, enfin, il y a beaucoup de marques qui commencent à arriver et qui commencent sérieusement à inquiéter les constructeurs européens, puisque finalement, ça vient pénaliser ou concurrencer la filière industrielle automobile française, qui est déjà pas très bien, parce que là, on n'était pas déjà les champions du monde en matière de production de véhicules compte tenu des coûts de manœuvre, mais là, avec l'explosion du prix des énergies, ça risque de s'empirer. Et on voit quand même pas mal de signaux d'alerte, aussi bien des fédérations professionnelles que d'acteurs comme Carlos Tavares, qui a dit attention, vous avez ouvert la porte à la Chine et maintenant c'est très dangereux pour nous. Donc il y a quand même une certaine source d'inquiétude. On n'est pas les seuls d'ailleurs à s'inquiéter, puisque si on va de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le gouvernement fédéral a choisi de limiter le crédit d'impôt aux véhicules qui étaient fabriqués aux États-Unis, et c'est une idée qui serait sur le point d'être reprise en France, que Bruno Le Maire a aussi évoqué le sujet en disant on va peut-être limiter l'obtention du bonus aux modèles fabriqués en Europe. Alors dans les chiffres, depuis le début de l'année, 19% des véhicules électriques immatriculés en Europe étaient made in China, donc ça veut dire effectivement près d'un véhicule sur 5. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ces voitures-là, il y a des voitures, enfin on va dire entre guillemets Française. occidentales ou françaises, puisque on a la Dacia Spring, mais qui est une Dacia, mais qui est fabriquée en Chine et qui d'ailleurs existe là-bas aussi sous sa propre identité. Et puis il y a surtout Tesla, qui compte quand même pour près de la moitié des importations chinoises. Alors, chinoises entre guillemets, parce que la Tesla Model 3 et la Model Y ne sont pas des voitures chinoises à proprement parler, mais ce sont des voitures qui sont fabriquées dans l'usine chinoise de Tesla, et à ce titre importées en Europe comme des produits chinois. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression, puisque en mois d'août, les ventes de voitures électriques produites en Allemagne, pour comparer, ont progressé de 17%, et pendant le même temps, celles venues de Chine ont augmenté, ont progressé de 78%. Donc, alors, on sait que c'est des phénomènes qui sont assez fluctuants en fonction des commandes, des disponibilités des marques, des sorties de nouveaux modèles, etc. Mais on assiste effectivement à une tendance lourde. Alors, certains qui aiment bien voir le verre à moitié plein et qui sont plutôt optimistes ou positifs en tout cas, vont dire que ça veut dire que quand même en Europe, 4 voitures sur 5 vendues en Europe sont fabriquées en Europe, ou en tout cas ne sont pas fabriquées en Chine. C'est vrai aussi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la progression. Et on a bien vu, il y a des signaux. On l'avait déjà évoqué dans des précédents podcasts, dans des précédents articles sur Automobile Propre. On a bien vu qu'il y avait des signaux quand même d'une espèce de basculement et des signaux presque précurseurs d'un envahissement des voitures chinoises, qui d'ailleurs utilisent un peu le cheval de Troie de la Norvège pour venir s'implanter en Europe. Donc voilà, on va voir si cette tendance se confirme dans les prochains mois.
Et peut-être que les constructeurs français, eh bien, fourbissent quand même leurs armes. Et c'est l'occasion justement pour Citroën de montrer qu'ils prennent un petit peu le contre-pied de tout ce déferlement avec le lancement d'un nouveau modèle, ou en tout cas d'un nouveau concept qui devrait préfigurer l'avenir de Citroën, l'avenir électrique de Citroën, Mika. C'est la Citroën Oli. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin extraterrestre? Effectivement, c'est un ovni, cette Oli, mais c'est un ovni qui annonce des choses quand même qui sont très concrètes. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a 2 types de concepts. Il y a des concepts qui sont là pour faire plaisir aux designers et faire un peu rêver les journalistes. Et il y a des concepts qui sont beaucoup plus concrets et qui annoncent des choses qui vont finalement aboutir tout ou partie hein, sur des véhicules de série. Et c'est vraiment le cas de ce concept Oli qui va quand même assez loin, qui a un design qui est très étrange. Hein. Au niveau aérodynamique, c'est très discutable parce qu'on a un pare-brise qui est quasiment plat, donc je pense que ça passera pas sur un modèle de série, forcément. Et un look aussi très original. C'est vrai que ça prône pas mal l'efficience et malgré tout, ça a le gabarit d'un petit SUV. C'est presque un mini Hummer, ce qui fait 1,90 m de large et il y a des roues de 20 pouces, donc c'est énorme, c'est démesuré, mais forcément, ça ira jamais vers un véhicule de série. Mais encore une fois, faut s'intéresser à tous les éléments de détail qui, eux, pourront être pris sur des futurs modèles. Et typiquement, il y a un détail qui est déjà très concret, c'est le nouveau logo de Citroën. Il faut savoir que ce concept Oli, il introduit le nouveau logo de la marque. C'est un petit peu un retour aux sources, parce qu'on a maintenant les chevrons qui sont entourés d'un ovale. Et ça, c'était le premier logo de Citroën, était déjà comme ça. Donc là, c'est un petit peu le retour en arrière, et ça inscrit aussi une nouvelle dynamique pour la marque. Il y a eu aussi beaucoup de travail qui ont été faits aussi sur les matériaux, encore une fois, utiliser des choses qui sont imprimées en 3D, des matériaux qui sont moins lourds, plus durables, et qui pourraient aussi arriver vers des modèles de série. Des pneus aussi, développés avec Goodyear, une nouvelle génération de pneumatiques qui est constituée à 92% de matériaux recyclés. Et aussi, sur la partie électrique, il y a eu des travaux qui ont été faits, en fait, de dire, on fait plus avec moins, finalement. Et ce concept Oli, qui est donc 100% électrique, il a une batterie qui fait 40 kWh. Ça paraît pas énorme aujourd'hui, où tous les constructeurs vont vers des grosses batteries, et en l'occurrence, des batteries plutôt de 50 kWh sur des véhicules de ce gabarit-là. Et donc, Citroën fait moins, donc 40 kWh, mais en misant justement sur la réduction du poids, parce que le concept, il fait moins de 1000 kg, et l'usage de nouveaux matériaux plus légers, ils arrivent à avoir 400 km d'autonomie annoncée. Alors, il faudra voir si c'est capable de le faire en réalité, parce que je pense que le concept, pour l'instant, il est présenté en statique, mais il sera amené à rouler et à être essayé plus tard. Et voilà, donc ça montre un petit peu l'orientation Citroën, et c'est peut-être des éléments qu'on verra sur la prochaine C3. La C3 devra arriver entre fin 2023, début 2024, et je pense qu'on verra des traces d'Oli dans la nouvelle C3. Donc en fait, Citroën a fait preuve quand même d'une certaine audace en repartant un peu d'une feuille blanche et en imaginant ce que serait l'e-Citroën électrique de l'avenir et finalement le futur de la marque. Donc et comme tu le disais au début, c'est pas juste une voiture de démo, c'est pas un concept car pour faire du buzz sur un salon ou pour faire plaisir aux journalistes, mais c'est vraiment un engin qui préfigure l'avenir d'une marque. Donc c'est vrai que c'est un tournant. Alors certains se sont posé des questions, effectivement, par rapport au gabarit de la voiture, par rapport à son look, par rapport au fait, surtout, effectivement, aussi, comme tu le disais, que on parle beaucoup d'efficience en matière de voiture électrique, et notamment l'efficience reposant sur l'aérodynamique de la voiture, c'est-à-dire le CX et surtout le SCX, c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air et de traînée. Et là, on a une voiture qui va un petit peu à contresens de tout cela, puisque effectivement, elle est assez cubique, avec un pare-brise parfaitement à 90 degrés, parfaitement plat et vertical. Alors, ça n'empêche que Citroën a quand même travaillé sur l'aérodynamique avec plutôt des signaux faibles, des façons de faire s'écouler l'air qui ne sont pas forcément visibles à travers la voiture, un petit peu comme en compétition. Pour la décrire quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, alors évidemment, je vous invite à aller chercher sur Automobile Propre Oli, O-L-I, tout simplement, Citroën Oli, vous aurez tout. C'est une voiture qui est relativement compacte en longueur, puisqu'elle ne mesure que 4,20 m. Si on veut comparer, alors voilà, c'est la première qui me vient à l'esprit, mais en gros, par rapport à une Model 3, on est quand même pratiquement 40, un peu plus de 40 cm plus court. Donc, c'est une voiture qui est assez courte. C'est une voiture qui, effectivement, est large. Donc, elle a un rapport longueur-largeur qui est assez inhabituel. Et puis, un petit look de SUV, parce que surélevé, etc. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que
Citroën n'est pas allé sur cette tendance que les autres constructeurs ont un peu tendance à suivre en ce moment, c'est-à-dire le côté un petit peu premium, essayer d'aménager toujours un peu mieux les intérieurs, faire des choses assez qualitatives. Ça ne veut pas dire que la Oli n'est pas qualitative, on jugera sur pièce. Mais je pense surtout que Citroën se situe sur un autre terrain, c'est-à-dire qu'on va pas la juger sur sa qualité, mais j'ai l'impression, si vous regardez la voiture en détail, c'est une Méhari en fait. Pour moi, c'est la nouvelle Méhari. C'est-à-dire que, alors on reprend un peu les caractéristiques d'ailleurs, hein, c'est une voiture 4-5 places, pratique, avec un intérieur qui fait très plastique quand même, il faut le dire, et puis une voiture qui paraît assez allégée et des performances de 2 chevaux puisque elle plafonne à 110 km/h. Donc une voiture effectivement qui est un petit peu un pavé dans la mare, et ça va être très intéressant de suivre effectivement à partir de maintenant l'évolution de la marque Citroën. Je ne sais pas si Mika, on aura l'occasion de l'essayer cette Oli, ou si ça reste juste une voiture de concept quand même, de démonstration. Est-ce qu'elle sera... Je pense qu'ils veulent aller assez loin quand même avec ce concept-là, et c'est quand même un concept fort en interne. Ouais. Donc je pense qu'ils vont la faire essayer, et voilà. Donc soit il y aura des éléments qui seront repris sur des futurs modèles de série, soit effectivement cette Oli va se transformer et aboutir sur vraiment un modèle à part, peut-être la Méhari 2.0. Mais bon, des fois le travail est assez long entre le concept et le véhicule de série. Il peut se passer parfois plusieurs années. Il faudra être patient. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et ben on va suivre ça de près. Une autre marque iconique, mais cette fois-ci pas française, mais qui résonne aux oreilles de nos amis britanniques, c'est Jaguar Land Rover. Et Jaguar Land Rover qui se lance depuis d'ailleurs pas mal de temps résolument sur l'électrique, puisque une des premières voitures électriques qu'on ait connues de nouvelle génération et qui soit sortie déjà il y a quelques années, c'est donc la Jaguar, la fameuse Jaguar dont le nom m'échappe, et qui est une Jaguar électrique, une berline coupée électrique en forme un petit peu de SUV dynamique. Eh bien, Jaguar va former 60% de ses employés à la voiture électrique. Ça veut dire quoi? Alors, c'est comme ça, dit comme ça fait un petit peu, on enfonce les portes ouvertes. C'est normal. Si on veut aller vers l'électrification, ça paraît normal que les employés soient formés à la voiture électrique. Mais ce sujet nous a un peu interpellés, parce que je vais juste en dire 2 mots. J'ai eu moi l'occasion de le dire dans des chroniques que je fais régulièrement sur Automobile Probe, dans Zone Verte. Je pense que la formation, l'acculturation, la pédagogie autour de la voiture électrique est un élément important pour que les gens comprennent les enjeux, qu'ils comprennent tout simplement comment ça fonctionne. Il faut aussi se battre en permanence et débunker, comme on dit, les fake news, les fausses nouvelles autour de la voiture électrique, qui sont légion et qui s'amplifient même, je trouve, sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu aussi l'occasion de le dire plus particulièrement, malheureusement, sur LinkedIn. Là, c'est pas Facebook ou Twitter, c'est plutôt LinkedIn, où on a des flopées de pseudo-experts du domaine qui n'y connaissent finalement pas grand-chose et qui racontent un peu n'importe quoi sur le sujet. Et je pense que c'est un peu mon credo en ce moment, et je sais que certains le contestent un petit peu, mais je reste droit dans mes bottes. Je pense que la formation est très très importante. Donc c'est la formation du public, c'est la formation des réseaux de vente, des vendeurs, des concessionnaires, c'est la formation évidemment de tous ceux qui travaillent dans la fabrication de l'électrique, mais ça c'est pas la peine c'est pas utile de le dire. Mais et puis la formation, ça peut porter sur plusieurs sujets, donc sur les usages, comment j'utilise ma voiture électrique, comment j'optimise mon itinéraire, comment j'optimise l'autonomie de ma batterie, comment je recharge en été ou en hiver, comment je planifie un itinéraire. Donc ça, c'est super important. Sur la recharge, aujourd'hui, je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie et d'acculturation à faire sur la meilleure façon de recharger sa voiture pour soi, pour sa voiture, pour son confort, pour faire durer ses batteries, et aussi pour les autres. C'est-à-dire que dans la notion de recharge, il y a une notion très sociale qui n'existait peut-être pas avant avec les autres carburants, mais il y a une notion sociale, il y a une notion de savoir-vivre, de vivre ensemble, de civisme, c'est-à-dire, quand ma voiture est pleine à 70 ou 80% et que j'ai pas besoin de plus, je m'en vais, je laisse la place sur le chargeur pour que les autres puissent charger. Quand ma voiture est pleine, j'évite de laisser la voiture comme une voiture ventouse, comme on dit, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Si je roule en hybride et que j'ai la possibilité de basculer sur le mode essence, et donc que le fait d'avoir de l'électricité dans ma batterie n'est pas vital pour mon déplacement,
peut-être que de temps en temps, je peux faire le geste civique de laisser ma place à une voiture 100% électrique qui, elle, ne pourra plus rouler si elle ne peut pas charger. Si j'ai une voiture hybride qui charge en 1 heure ou 2 heures, au bout de 2 heures, je dégage ma voiture, quelle que soit l'heure et quelle que soit la commodité. C'est aussi une contrainte, effectivement. Ça veut dire que si votre voiture est dans un parking public et que vous êtes au restaurant, à un moment, il faudra peut-être aller la chercher. C'est comme ça. Et tout ça, ça s'apprend, ça s'enseigne. Et je pense que il y a un vrai travail à faire. Peut-être qu'un jour, il faudrait penser à monter des agences comme ça de formation à la voiture électrique. Parce que je pense que c'est indispensable. Il y a aussi l'éco-conduite, c'est-à-dire comment j'optimise l'autonomie de ma voiture en conduisant. Il y a plein de choses à faire et il y a plein de choses à apprendre dans ce domaine parce que aussi c'est différent d'une voiture à l'autre. Et il y a quelques exemples là récemment. J'avais fait un article il y a un peu plus d'1 an, toujours dans Zone Verte, que j'avais intitulé, je crois, pourquoi pas des pompistes entre guillemets dans les stations de recharge électrique. C'était quoi l'idée? C'était de dire qu'il fallait peut-être des gens qui assistent un petit peu, qui soient présents et qui aident les gens à comprendre comment ça fonctionne, qui aident les gens à charger, et puis qui aussi les sensibilisent sur le fait de, voilà, votre voiture est pleine à 80%, maintenant il faut partir, vous pouvez laisser la place, etc., etc. Cet article avait déclenché quelques ricanements, puisque certains disaient mais c'est complètement inutile, ça sert à rien. Ça sert tellement à rien que j'ai vu que cet été, Vinci avait mis en place entre guillemets ils les appellent comme ça, des gilets bleus sur ces stations de recharge. Et Vinci qui promet que toutes ces aires de service autoroutières seront équipées de bornes de recharge électrique à l'horizon, je crois, c'est fin 2023. Aujourd'hui, ils sont à 60%. Et donc, ils ont mis en place des gilets bleus, c'est-à-dire des voituriers de la mobilité électrique. Et ces gens, ces gilets bleus faisaient, alors c'était une expérience pendant l'été, pendant les périodes de rush. Ces gilets bleus faisaient exactement ce que j'avais décrit il y a quelque temps, c'est-à-dire aider les gens, les guider, les accompagner, les former un peu sur la recharge électrique. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est un peu le rôle justement d'un opérateur comme Vinci, et je trouve qu'ils ont bien fait leur boulot. Dernier sujet, Mika, c'est la question de la semaine où ou comment recharger gratuitement sa voiture électrique. Oui, la gratuité existe encore en matière de recharge, peut-être plus pour très longtemps. Et Automobile Propre a fait un article sur ce sujet en mentionnant ChargeMap, bien sûr, qui fait partie de la même maison et qui indique les bornes gratuites. Mais en fait, c'est un vrai sujet aussi parce que c'est encore possible. Hein. On peut encore charger gratuitement sur quelques bornes. Ça se trouve où? Alors ça se trouve un petit peu partout, hein, faut les chercher. Alors c'est pour ça que ChargeMap via son application, fait un système de filtre qui permet d'identifier plus facilement les chargeurs gratuits. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu une denrée rare et il y en a aujourd'hui de moins en moins parce qu'on rentre dans un business finalement de la recharge où les gens, pour que ça fonctionne, il faut gagner de l'argent, donc il faut que l'utilisateur paye. Donc aujourd'hui, il y a quand même plus de 6000 bornes de recharge gratuites qui sont recensées en France entre donc charge rapide, charge lente et accélérée. Donc ça, c'est les bornes publiques. Et après, on peut aussi trouver d'autres bornes gratuites. On discutait tout à l'heure, Eric, avant d'enregistrer, dans les hôtels, sur au travail. Voilà, il faut après chercher et connaître les bons tips. Mais effectivement, on peut encore recharger sa voiture gratuitement, mais ça devient de plus en plus rare. Après, moi, sur la charge gratuite, je pense que voilà, c'est un modèle qui avait le mérite d'exister à un moment donné, mais voilà, le problématique, c'est qu'on avait sur certains réseaux des bornes qui fonctionnaient pas toujours très bien. Donc moi, je préfère aller sur une bande de recharge que je paye, où je suis sûr que ça fonctionne, plutôt que d'avoir une bande de recharge gratuite, mais qui fonctionne qu'une fois sur deux. Ça, c'est mon avis. Mais ouais, en tout cas, ça existe encore et ChargeMap vous aide à les trouver. Ouais. Alors sur les recharges gratuites, moi j'ai listé un petit peu effectivement là où on pouvait en trouver, même sans passer par ChargeMap. Mais alors il y a les parkings publics. Certains parkings publics proposent des bornes et elles sont parfois gratuites. Alors moi j'ai le cas, je le mentionne souvent, mais c'est encore l'occasion de le faire puisque j'ai un abonnement dans un parking public à proximité de mon domicile en centre de Lyon. Et dans ce parking public, il y avait 4 bornes 230 volts et maintenant elle s'est passée à 10 bornes.
et bientôt 20 bornes, et elles sont encore gratuites. Donc quand ils ont renouvelé les emplacements, on pensait que ça allait devenir payant, et c'est toujours gratuit. Ils sont engagés à ce que ça reste gratuit au moins jusqu'à fin 2022. Donc c'est très intéressant puisque on roule gratuitement, puisqu'on charge sa voiture gratuitement, en tout cas en termes d'énergie. Voilà, donc c'est intéressant de chercher un petit peu les parkings gratuits, les parkings publics, pas les parkings gratuits, les parkings publics dans les centres-villes, et de voir s'il y a des bornes électriques. Il y a des chances pour que certaines soient gratuites. Alors c'est de la charge lente, hein. Si vous allez au resto, vous allez récupérer, vous restez 2 heures au resto, vous allez récupérer entre 30 et 40, à peine 30 et 35 kilomètres. Par contre, c'est largement suffisant pour charger la nuit régulièrement. En plus, c'est bien et c'est bon pour les batteries, ça les fatigue moins. Donc c'est la recharge généralement qui est recommandée par les constructeurs. Donc ça, c'est les parkings publics. On a aussi quelques hôtels qui continue. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera, bien sûr, vu l'augmentation du prix de l'énergie, et c'est valable pour tout. Mais on a encore quelques hôtels qui proposent la recharge gratuite. J'ai eu le cas, moi, 2 fois cet été en vacances, 2 haltes dans des hôtels, un en Normandie et un autre en Vendée, je crois, qui m'ont permis de me recharger gratuitement, de faire une recharge complète gratuitement. Alors il y avait 2 bornes à chaque fois et j'étais le seul, donc en plus ça gênait personne, ça a chargé tranquillement toute la nuit. Et puis les autres points de recharge gratuits, il y a encore quelques supermarchés qui permettent de charger gratuitement. Et puis au travail, c'est un peu différent parce que ça fait un peu partie entre guillemets des avantages en nature. D'ailleurs, je ne sais pas si les entreprises qui permettent à leurs employés de recharger sur leur lieu de travail le déclarent en avantage en nature. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et effectivement, comme tu le disais, Mika, quand c'est gratuit, c'est sympa, mais quand c'est gratuit, il y a aussi des inconvénients. C'est les pannes et puis c'est les abus aussi. Alors là, c'est les voitures ventouses. Moi, je le vois régulièrement dans le parking dont je viens de parler, où je mets ma voiture. Vous avez des hybrides qui sont censés être chargés en 2 heures et qui restent 48 heures branchés. C'est ce qui a le don de mettre tout le monde très en colère. Mais donc ça, c'est le problème de la gratuité, c'est les abus et le manque de civisme. Mais il y a encore quelques trous dans la raquette. Ça vaut le coup de chercher parce que ça permet de rouler un petit peu moins cher. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!